Le Mali dispose d'un potentiel agro-silvo-pastoral au point où de nombreux jeunes ont décidé d'entreprendre dans ce secteur en faisant notamment des produits made in Mali. Certains ont fait le choix d'investir dans la transformation des produits agroalimentaires en jus, en thé et en infusion, mais très peu s'en sortent. Si certains avancent des raisons liées à la qualité et à la présentation de ces produits, d'autres, en revanche, parlent de concurrence déloyale. Qu'en est-il réellement? Comment faire du Made in Mali un instrument de lutte contre la pauvreté et de promotion du savoir-faire malien? Jus, thé, infusion. Pourquoi le Made in Mali a du mal à s'affirmer? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Jus, thé, infusion, pourquoi le Made in Mali a du mal à s'affirmer? C'est le thème de ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir trois invités. Mais avant, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité spécial. Kassim Sidibé est le directeur général de l'unité de production de jus de fruits Kajoussi. Les jus Kajoussi sont réalisés de nectar de fruits, de pommes de cajou et de menthe conditionnés en carton de 1 litre. En tant responsable de cette start-up, il supervise les équipes de production, de marketing et de vente et travaille à l'élaboration de la stratégie de développement de cette entreprise qu'il a cofondée en novembre 2021. 2 mois plus tard, c'est-à-dire en janvier 2022, ce passionné d'entrepreneuriat a lancé le food truck Calaman, ce qui lui a permis d'affirmer un peu plus ses talents d'entrepreneur en matière de gestion des budgets et optimisation des coûts, mais surtout en assurance de la conformité avec les réglementations locales et internationales. Kassim Sidibé a réussi à franchir les obstacles qui se présentaient à lui grâce à son expérience internationale acquise notamment en France à Marie SAS, une société agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de plats préparés frais. Il y a travaillé en qualité de responsable d'atelier fabrication. Titulaire depuis 2019 des masters en production et innovation agroalimentaire de l'Université de Bordeaux, ce jeune Malien a obtenu dans cette même université en 2017 sa licence en biochimie. Spécialiste en gestion de production management des équipes de pilotage stratégique, KS partage régulièrement son expertise auprès des PME agroalimentaires locales. Kassim Sidibé, directeur général des Kajoussi, est l'invité principal de Entreprendre. Vous l'avez compris, notre invité principal est Kassim Sidibé, le cofondateur de l'unité de production de jus de fruits Kajoussi. Monsieur Sidibé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci surtout à vous de m'avoir invité. Alors pourquoi avoir décidé de lancer il y a un peu plus de 3 ans Kajoussi SARL? L'histoire vient d'un peu plus loin. Comme vous l'avez vu dans le portrait, j'ai eu l'occasion de faire mes études supérieures à l'étranger, à l'Université de Bordeaux, où je suis diplômé d'un master en production et innovation agroalimentaire. Je suis né d'un père agroéconomiste de formation, donc j'ai baigné dans le milieu rural toute ma tendre enfance. J'avais pour vocation de valoriser réellement les fruits qui étaient produits chez nous. On a décidé de s'attaquer à un fruit qui ne l'était pas jusqu'à ce jour, la pomme de cajou. 5 fois plus de vitamine C que l'orange, 10 fois plus que l'ananas, riche en magnésium, en potassium, fortifie les os et j'en passe. Donc le constat était de valoriser un fruit qui est considéré comme un déchet et qui en fait a des apports nutritifs très considérables. C'est comme ça qu'est venue l'idée de faire Kajoussi. Nous avons associé la mangue parce que la mangue malienne n'a plus de preuves à faire à l'international à cause de ses vertus. Alors justement, en termes de chiffres aujourd'hui, qu'est-ce que cela donne? Kajoussi, c'est 10 salariés, présents dans toutes les grandes surfaces de Bamako, déjà présents à Conakry, sur le marché donc, régional, guinéen. Donc à peu près en termes de chiffres, c'est à peu près ça. C'est, on va dire, en
En termes de quantité de transformation, nous avons la capacité de transformer jusqu'à 5000 litres de jus par jour. Nous en exploitons pour l'instant 25 à 50% de notre capacité en fonction des périodes d'activité. Et pourquoi justement 25 à 30% seulement? Je pense que ça va faire partie des choses qu'on va aborder donc, tout à l'heure. Les aléas de l'économie notamment. Surtout le marché, surtout à cause du marché. Nous, on a choisi des équipements qui sont très performants pour faire face à un marché qu'on espère sera meilleur dans les années à venir. Alors justement, comment se porte le Made in Mali, ou du moins les acteurs qui évoluent dans ce secteur? Je vous invite à regarder ce grand angle de la rédaction dressé par Babi Ibrahim. L'artisanat est un des secteurs les plus vus lorsque l'on parle du Made in Mali. Et pourtant, le pays dispose d'un énorme potentiel agroalimentaire qui a poussé de nombreux entrepreneurs à se lancer dans la production locale de jus de fruits, de thé, mais aussi des infusions. C'est le cas de Sahel Infusion qui a démarré à petite échelle il y a de cela 11 ans et qui aujourd'hui est leader dans son segment sur le marché local. Je fais des infusions aujourd'hui à base de presque tout ce qu'on trouve ici localement, notamment le gingembre, le quinqueliba, la citronnelle, le bissap, le moringa qu'on valorise. Donc vraiment nous faisons tout pour valoriser nos produits Made in Mali. Si cette entreprise s'en sort plutôt bien dans le marché local, on ne peut pas en dire autant des autres qui sont confrontés à des défis liés à la qualité de conditionnement et des emballages, ce qui n'est pas de nature à rassurer le consommateur. Quand on ne consomme pas ce qu'on produit, automatiquement on est tenté de consommer la production des autres. Du coup, la majorité des Maliens consomment les produits importés, et ce qui joue sur la valorisation des produits locaux. Bon, cela s'explique par plusieurs paramètres. Il y a un manque de technologie au niveau des entreprises qui font Made in Mali. C'est vrai que nos entreprises ne répondent pas à toutes les normes internationales et ne peuvent pas concurrencer avec les grandes entreprises multinationales. Pour ce jeune entrepreneur, le manque de visibilité et de commercialisation des boissons Made in Mali s'explique par les faibles moyens de communication dont disposent les promoteurs du produit. Pour que le produit soit connu et visible sur le plan national et international, ça demande vraiment beaucoup de communication et beaucoup d'investissement. Et vu la situation actuelle et aussi la situation des jeunes entrepreneurs au Mali, c'est très compliqué. Parce que pour investir dans la communication, il faut vraiment avoir des moyens. Donc avec la situation et aussi la situation financière des entrepreneurs ne leur permettent pas vraiment d'être vraiment connus sur le plan national à un certain niveau et voire un plan international. Au-delà des fragilités liées à la production des jus, des thés et des infusions locales, la distribution reste un défi majeur. Il faut que les distributeurs jouent le jeu. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où il faut qu'ils jouent le jeu de consommer local. Il faut qu'ils priorisent nos produits. Il faut qu'ils nous donnent la chance de nous exprimer dans les grandes surfaces. Il faut qu'ils mettent les projecteurs sur nous pour voir qu'est-ce qu'on fait réellement. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas du favoritisme, c'est vraiment une reconnaissance de notre métier par les distributeurs. Il y a un problème aussi qui se passe avec les distributeurs, c'est qu'il y a certains qui produisent les mêmes produits que nous. Et ça fait vraiment une concurrence déloyale, si je peux le dire. Ali Djoumanera est copromoteur du supermarché Bams Market. Il a mis en place un rayon de produits fabriqués uniquement en Afrique pour permettre à ses clients de tous les horizons de pouvoir se ravitailler, ce qui permet de donner une certaine visibilité à des producteurs locaux et africains. Au niveau du Mali africain, il y a un travail à faire, je pense que ça se fait. Il y en a qui avancent avec, qui évoluent. Après, il faut beaucoup miser aussi sur la qualité, sur l'emballage, le packaging et tout ça. Je pense qu'ils doivent vraiment travailler sur l'emballage, sur le visuel, voilà, pour être à des normes internationales ou même nationales. Pour pouvoir exporter, il faut vraiment que le produit soit présentable. L'exportation des produits locaux nécessite des certifications, donc le respect de certaines normes internationales. Cela a un coût que peu de producteurs locaux peuvent se permettre. À l'international, par exemple, nous avons besoin de travailler sur un certain nombre de standards. Les standards internationaux existent. Il faut travailler sur les normes, c'est vrai. Il faut travailler également sur les moyens à acquérir.
quand vous parlez aujourd'hui de thé, de jus, de tout ce qui s'ensuit, il faut transformer ces matières premières-là. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens? Est-ce que l'industrie s'y prête exactement? Je dis non, il y a des efforts à faire. Nous n'avons pas la technologie requise pour ce travail-là. Il nous faut aller les chercher ailleurs. Je pense que c'est un moment ou l'autre, il nous faut acquérir ces compétences ou faire recours à ce qu'ils appellent les transferts de compétences pour que les partenaires viennent nous appuyer. Maintenant, sur le plan international, le plus gros frein à l'exportation de nos produits, c'est la normalisation, les certifications. Parce que quand tu veux aller au-delà à l'échelle internationale, c'est-à-dire au-delà même de l'Afrique, il faut avoir quand même des certifications. Et ça coûte cher, ça a un coût, la certification. Et donc, c'est là où l'agence normalisation, la MANORM, doit faire quand même beaucoup d'efforts. Je sais qu'ils font un travail remarquable, mais on doit encore faire beaucoup d'efforts pour accompagner ces unités à se conformer et à être certifiées. La promotion des produits fabriqués localement passe notamment par la sensibilisation des populations sur la nécessité de consommer local, mais pas que. Il faut travailler sur deux aspects, je le rappelle une fois encore, il faut travailler à avoir les moyens de transformation de ces produits locaux. C'est très important. Après, il faut travailler à la distribution de ces produits locaux, au conditionnement de ces produits locaux. La chaîne de froid doit y être. Il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas là, mais je précise encore une fois, malgré ces faiblesses-là, il y a de la place pour que les uns et les autres fassent que le Made in Mali, dans toute sa composante, je dis bien production, transformation, distribution et commercialisation, et que chacun arrive à créer de la valeur ajoutée. La consommation des produits locaux permet de booster la productivité des entreprises, de créer des emplois durables et cela favorise plus largement le développement socio-économique du pays. Monsieur Sidibé, on vient de voir ce reportage dans lequel on a parlé des défis, des enjeux autour du Made in Mali. Mais vous qui êtes dans le secteur, mais quel est votre regard justement? Le reportage a balayé, on va dire, globalement tous les gros points, en fait, des défis qui vont concerner le Made in Mali. Mais étant dans le secteur aujourd'hui, moi je veux plus insister sur le défi de commercialisation. Ça a été dit par Madame Touré de Sahel Infusion. Il faut que les distributeurs jouent le jeu. C'est obligatoire et c'est même indispensable. Je vais même au-delà, je pense que nos pouvoirs ont un rôle un petit peu à prendre à ce niveau-là, où on doit limite un peu leur forcer la main à ce qu'ils aient un quota de produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, avec les formations qu'on a pu acquérir, on peut faire des produits de bonne qualité. Cependant, même si c'est bon, il faut que ça se vende, il faut que ça se distribue. Donc il faut que ces distributeurs jouent le jeu et valorisent réellement le Made in Mali. J'ai le plaisir donc de recevoir deux autres invités pour nous éclairer sur une autre thématique. Le premier invité, ou du moins c'est la première personne que j'ai le plaisir de présenter, est Madame Koulibaly Amanda Amedeniatou. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors donc vous êtes la promotrice de Jimag Agro, c'est une entreprise de transformation de fruits, de production de confitures artisanales et des sirops, pour ne citer que cela bien sûr. Bonjour tout le monde. Alors, Jimag Agro est une entreprise qui évolue dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait des fruits séchés, dont la mangue, l'ananas. On fait aussi des sirops à base de nos plantes, dont le gingembre, le bissap, le balanite, les tamarins. On fait également des confitures artisanales. Et également, on vient de mettre en place une unité plus ou moins cosmétique, d'où on transforme la mangue au beurre de mangue. Donc on extrait le beurre de mangue pour faire le baume à lèvres, voilà. Et le beurre de mangue brut pour le corps et les cheveux. C'est pour simplement dire que vous êtes vraiment dans le Made in Mali, vous avez diversifié les produits que vous faites, fabriqués donc localement. Donc notre troisième et dernier invité est l'économiste Dr Abdourahmane Tamboura. Bonsoir Dr Tamboura et merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Dr Tamboura, nous allons commencer cette émission par cette première infographie que j'invite nos téléspectateurs à regarder. C'est sur l'agriculture qui est donc la pierre angulaire de notre économie nationale. On
parle de près de 80% des emplois qui sont donc créés grâce au secteur agricole, l'agriculture avec grand A bien sûr, et l'agriculture représente environ 40% du produit intérieur brut national, Dr Tamboura. L'agriculture aujourd'hui a une position importante dans notre économie et je pense que les données quand même restent à désirer, mais c'est qu'il faudrait quand même comprendre notre économie repose sur l'agriculture. Et quand on prend l'agriculture avec grand A, il s'agit un peu de production végétale, production animale et même la foresterie également. Donc si on essaie de prendre globalement l'agriculture dans ce sens-là, vraiment assure une bonne part, surtout dans la formation du PIB national. Le PIB étant un indicateur qu'on a choisi pour mesurer un peu la capacité de production d'un pays. Donc le poids quand même de l'agriculture varie d'une année à une autre et c'est entre 35 à 40%. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment d'une importance capitale. Voilà. Et on va justement essayer de décortiquer certains aspects de notre économie nationale. En commençant, Madame Coulibaly, aujourd'hui en termes d'acquisition des matières premières, on a parlé du poids de l'agriculture. Est-ce que vous, Madame Coulibaly ou Monsieur Sidibé, vous qui transformez ces produits-là, est-ce que vous arrivez à trouver la matière première localement ou vous êtes de ceux qui font du Made in Mali 50-50, je vais dire, ils importent la matière première mais ils transforment localement et ils disent que c'est du Made in Mali? Bon, je dirais que moi j'ai développé une stratégie où je valorise les produits du Mali, c'est-à-dire je travaille à 100%. Je travaille avec les agriculteurs maliens, surtout les jeunes qui ont commencé l'agriculture, voilà, que ce soit la papaye. Bon, l'ananas, on est obligé d'acheter parce que ça vient de la Côte d'Ivoire, mais les autres produits que nous transformons, on achète les fruits ici au Mali. Est-ce que vous arrivez à les trouver de façon régulière, à coût raisonnable? Bon, c'est plutôt des fruits saisonniers. Et ben, souvent, c'est difficile parce que c'est des zones éloignées. Et par exemple, si tu veux, je vais donner un exemple pour la mangue. Si tu vas avoir de la mangue en quantité, on en a au champ, mais souvent, c'est pas évident d'avoir ça tout le temps. Il faut aller par exemple à Sibi et c'est une zone vraiment éloignée. Donc souvent, la distance aussi joue sur, comment on appelle? La qualité du produit. Oui, et le fait d'avoir l'accès aux produits, aux matières premières. En fait, moi j'ai un cas qui est un peu différent de celui de Mme Coulibaly. On parle de l'importance de l'agriculture. Effectivement, c'est le secteur primaire malien. C'est ce qui fait vivre, c'est ce qui crée 80% des emplois. Cependant, en termes d'accessibilité de matières premières, c'est une toute autre histoire. Parce qu'il y a ce que moi je vais qualifier comme étant la disponibilité en fait, du produit. Je vais prendre le cas de la mangue. Le Mali fait partie des plus grands producteurs de mangue en Afrique. Par contre, en termes de disponibilité matière à exploitation industrielle, c'est juste une autre histoire. Parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de producteurs de mangue qui ont par exemple 1000 hectares que de mangue. Donc en termes d'exploitation industrielle, derrière il y a un problème. Vous allez avoir beaucoup de petits producteurs, parce qu'on a une agriculture qui est familiale, et ça je pense que le docteur pourra témoigner. Vous allez avoir beaucoup de producteurs qui vont produire des petites quantités. Et donc, si on veut s'approvisionner, on a des coûts logistiques en fait qui sont finalement très élevés. Et c'est ce qui pousse en fait ce que vous dites. Vous dites à les gens à faire du 50-50 où on va chercher une partie de la matière et on transforme localement. Donc, c'est bien. Vous, justement, quelle est la stratégie que vous avez développée? Vous avez des ambitions de vous internationaliser. Vous avez commencé par la Guinée aujourd'hui. J'imagine qu'il vous faut aussi une certaine quantité. Comment vous faites justement pour vous approvisionner? Donc aujourd'hui, le travail se fait avec des coopératives, surtout sur la filière cajou. Nous, on s'est attaqué à une matière qui était inexploitée jusqu'à ce jour. Donc on travaille avec les coopératives Anakar du Mali, c'est-à-dire sur l'axe de Bougouni principalement, Bougouni, Kolondiaba, Yanfolila, etc. Donc on a intégré ces coopératives-là, ils nous fournissent des produits de qualité. Cependant, on a été obligé de prendre sur nous des coûts supplémentaires pour former ces paysans à récolter les matières pour que ce soit de très bonne qualité. Donc c'est à peu près la stratégie qu'on a eu à adopter et pour la mangue, c'est à peu près le même schéma. Docteur Tamboura, l'approvisionnement, aujourd'hui vous l'avez dit tout à l'heure, on est un grand pays qui a un grand potentiel agricole.
la matière première, on n'en trouve pas, en tout cas en ce qui concerne certains produits. Même la mangue, M. Sidibé l'a dit, le Mali a une réputation en termes de mangue, mais quand on regarde, les meilleures mangues, dit-on, sont envoyées à l'étranger. Les mangues à double face, on va le dire simplement, ce sont celles qu'on nous commercialise. En fait, il faudrait faire une distinction dans la matière parce que le domaine de la transformation, il y en a 3 catégories. La transformation artisanale des produits agricoles, la transformation semi-industrielle et la transformation industrielle. Donc si on essaye un peu de voir chacune de ces catégories, il y a vraiment une stratégie propre pour chaque catégorie en quelque sorte. Je n'ai pas bien compris. Par une stratégie propre, c'est-à-dire qui met cette stratégie? C'est l'État, ce sont ces personnes? D'abord, c'est les acteurs. C'est les acteurs. Bon, imaginez dans la loi d'entreprise, une entreprise a intérêt à aller s'installer auprès de là où on produit les matières premières. Bon, si on essaie un peu de voir les 2 cas, ils sont un peu en dehors du territoire de production de leurs matières premières. Ça, c'est d'emblée un problème. Parce qu'en réalité, on va peut-être revenir sur ça. Ce qu'on rétorque un peu sur les produits du Mali, c'est un peu le coût élevé. La qualité, parce qu'il n'y a pas en fait de stratégie en amont pour pouvoir accéder aux matières premières et aux autres consommations intermédiaires à moindre coût. Donc c'est cette stratégie-là qui manque un peu chez la plupart des transformateurs, que ce soit artisanal ou bien semi-industriel ou bien industriel. Donc en s'éloignant de là où on peut avoir les matières premières, on est obligé maintenant de mettre l'accent sur la question du transport. Et aussi la question un peu de même des coordination. Infrastructures, parce que les infrastructures, il faut de bonnes routes pour approvisionner. Donc d'abord le transport. Et aussi, il faut développer une synergie d'action avec les producteurs. Comme M. Sidibé vient de le dire là, c'est vraiment un passage un peu obligé quand on est éloigné du site de production des matières premières. Donc, il faut également faire en sorte qu'il y a vraiment un magasin de stockage d'une bonne qualité et d'une bonne capacité. Parce qu'en réalité, avec nos produits agricoles, le cycle est limité. Il y a un temps pour chaque production. Donc, si on a les magasins bien construits, avec toutes les commodités, voilà, donc on peut mettre dans le magasin une bonne quantité et qui pourra permettre à l'usine ou bien à l'entreprise de fonctionner pendant un bon moment. Parce qu'un des problèmes également de nos produits locaux, c'est la disponibilité régulière dans le temps. Justement, en parlant de disponibilité de ces produits dans le temps et surtout au moment où les acteurs en ont besoin, je vous invite à regarder cette autre donnée qui nous amène à parler du secteur secondaire national en 2023. L'industrie représente 20% du PIB, l'industrie manufacturière représentait 5% en 2023. Kassim Sidibé, Madame Koulibaly Amanda, au niveau de votre production aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout à l'heure, Dr Tamboura parlait des différentes catégories, la catégorie qu'on peut dire familiale, ou bien la catégorie semi-industrielle, la catégorie industrielle. Nous sommes bien d'accord que vous n'êtes pas encore la catégorie industrielle, même si on vous souhaite d'y arriver. Mais aujourd'hui, justement, en termes d'approvisionnement, en termes d'accès au marché, comment est-ce que ça se passe à votre niveau? Alors, nous, on est au niveau artisanal, comme il a catégorisé, parce que tout ce qu'on fait, c'est vraiment artisanal. Les marchés, c'est pas du tout facile. Il faut t'élever, il faut courir derrière les clients, il faut vraiment faire preuve, faire la promotion de tes produits pour pouvoir convaincre. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, je me disais que il faut qu'on change un peu la mentalité. Parce qu'ici au Mali, on ne fait pas trop confiance à nos produits made in Mali. Alors que c'est des produits, nous sommes nos premiers consommateurs. Donc on ne peut pas mettre sur le marché quelque chose qui n'est pas bon, parce que nous-mêmes on le consomme.
Mais pardon, Madame Koulibaly, ce qu'on vous reproche, quand je dis vous, je ne fais pas nécessairement allusion à vous en tant que personne, mais je vais dire de façon générale, ce qu'on vous reproche, vous, acteurs de ce secteur, c'est premièrement de ne pas faire des produits de qualité, cela a été dit dans le reportage. Par produits de qualité, je veux parler même de l'emballage, on vous reproche voilà, des emballages qui ne sont pas forcément aux normes, même si je sais que cela a été dit aussi dans le reportage que l'on vient de voir, il y a eu des efforts qui ont été faits à ce niveau, mais les distributeurs disent qu'ils ne peuvent pas s'engager à prendre et aller commercialiser des produits qui ne sont pas bien emballés, qui ne sont pas dans une certaine situation et dont la conformité même, la qualité du produit ne peut pas être vérifiée. Qu'est-ce que vous avez à répondre, madame, monsieur, par rapport à cela? Kassim Sidibé. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait tout à l'heure docteur, concernant la disponibilité du produit dans le temps. Souvent, vous savez, la disponibilité du produit dans le temps est due à plutôt un problème commercial qu'à un problème de production. Parce que quand on est dans nos ateliers, on arrive à produire sans interruption. Cependant, je vais vous donner une petite anecdote. Souvent, on joue le rôle du commercial commerçant. C'est-à-dire qu'on va déposer notre produit, on n'est pas payé, on attend que le produit soit écoulé et c'est à nous d'envoyer encore un agent pour vérifier que le produit est à rupture de stock, s'assurer qu'on soit payé pour ensuite réapprovisionner. Tout à fait. Donc au bout d'un moment, lorsque l'entrepreneur s'épuise, le produit va manquer dans un point de vente spécifique. Et c'est en général ce que les gens vont voir comme étant un produit qui n'est pas disponible dans le temps. Premier élément. Deuxième élément, concernant ce que vous dites d'implanter en fait les sites de production dans les zones de production. En général, c'est ce qui fait sens. Il faut aller implanter une usine de transformation de jus de mangue à Yanfouïla, etc. Cependant, c'est un couteau à double tranchant parce que dans ces zones-là aussi, vous serez d'accord avec moi que tous les autres types d'infrastructures dont on a besoin, moi je suis à échelle semi-industrielle, ne sont pas disponibles dans ces zones-là. Souvent, on a besoin d'administration. Nos administrations sont à Bamako. En termes d'électricité, on est quand même beaucoup plus stable sur la capitale que dans ces zones-là. Donc, c'est ce qui fait qu'on vient installer nos ateliers de production dans des zones où on va assurer quand même un certain nombre de critères, quitte à ce que la matière première soit un peu plus cher. Bon, à l'administration, la décentralisation a commencé. Je vous donne la parole, mais si vous pouvez juste répondre à ma question, justement concernant la qualité de certains produits qui laissent à désirer, disons-le clairement, en termes d'emballage, en termes de qualité et même en termes de vérification, ce que certains appellent même de QHEC aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? On va dire que c'est un peu dû à l'informel. La plupart des gens qui font des produits alimentaires, ce sont peut-être souvent des dames qui sont dans leur garage, qui transforment, et c'est souvent de la transformation intergénérationnelle. La maman faisait du fonio, donc la fille reprend un peu le business. Et aussi une question un petit peu d'information. Aujourd'hui, on a les moyens d'avoir des packaging de très bonne qualité, par contre ça a un coût que tout le monde ne peut pas supporter. Avec Kajoussi, on l'a fait. Nous, on conditionne en tétrapack de 1 litre. Pour un produit qui est commercialisé, produit au Mali, les gens sont souvent surpris lorsqu'ils voient la qualité de notre packaging. Mais ça a un coût. Et c'est un coût qu'il faut supporter. Et c'est derrière, en fait, des démarches qualité aussi qu'il faut pouvoir supporter. La qualité, soyons clairs, la qualité, ça a un coût. Moi, j'ai une personne qui s'occupe uniquement de la qualité dans mon unité de production. C'est une personne qu'on doit rémunérer. Ça a un coût. C'est des suivis réguliers. Et c'est par rapport à tout ça, souvent, finalement, que les gens produisent et proposent des produits qui n'atteignent pas les normes, on va dire, des produits qui viennent d'ailleurs. Docteur, Madame Koulibaly. Voilà, je voulais juste compléter, monsieur. Je disais que ce qu'il a dit, c'est vrai. L'emballage, ça coûte excessivement cher par rapport aux petites entreprises, les PME comme nous. Par exemple, il y a des produits qu'on met dans des sachets d'emballage d'aluminium parce que ça coûte moins cher. Mais si tu veux personnaliser, il faut voir avec les services compétents qu'ils font et ça coûte cher. Donc, si toi, tu es sur fonds propres et que tu n'as pas d'accompagnement qu'il faut... On va parler du problème de financement. Voilà, donc c'est un peu compliqué de te mettre dans quelque chose qui ne va rien t'apporter en fait. Je rappelle que vous vendez l'emballage donc agroalimentaire, donc vous savez de quoi... Mais surtout en termes d'emballage, pour rebondir rapidement, on peut inciter aussi les PME maliennes à faire quelque chose. Il faut s'unir. Souvent, on a la possibilité de faire des commandes groupées lorsqu'on a des produits qui vont dans le même sens. Par exemple, pour le cas de la dame qui fait de la mangue séchée, les gens peuvent commander les petites poches dans lesquelles sont conditionnées, peut-être pas personnalisées, mais en tout cas de très très bonne qualité, et tous ensemble. Un groupement de quelques entreprises peut souvent faciliter les choses et rendre plus accessible le marché. Quand vous parlez de commandes groupées, vous parlez de quand on achète ça à l'extérieur, notamment. Voilà. Au début, j'ai eu ce problème en 2019, quand j'ai commencé à faire de la confiture.
comme on a, avec l'accès des premières matières là, on a des mangues au niveau de notre champ familial. Donc c'est là-bas que je faisais venir les mangues. Maintenant, pour faire les confitures, il fallait des bocaux vraiment neufs. C'est ce que je voulais en fait. Mais en ce moment, c'était compliqué. Il n'y avait pas ça sur le marché. Il fallait faire venir de la Chine et tout. Et si tu n'as pas des gens pour ça, c'est difficile. Donc, on recyclait des bocaux. Voilà. Au fil du temps, ça m'a un peu découragée parce que je ne voulais pas. C'est ça qui m'a amené à créer cette unité de vente d'emballage là. Maintenant, pour faciliter l'accès à certaines personnes, à certains des jeunes entrepreneurs, comme moi. Docteur Tamboura, pour revenir à l'infographie dont on parlait tout à l'heure sur le secteur secondaire national, quand on a une industrie qui représente, en tout cas en 2023, qui représente 20% du PIB, l'industrie manufacturière qui représente seulement 5%, comment est-ce qu'on peut qualifier notre économie? Voilà, donc je crois que c'est un peu la volonté des dirigeants, de faire en sorte qu'on puisse vraiment industrialiser notre économie. Mais moi, je pense que la démarche quand même à suivre, c'est un peu calquer l'industrialisation sur la base de la transformation, la valorisation de nos produits. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer d'aller dans tous les domaines. Donc on peut se focaliser d'abord sur les produits avec lesquels on a des avantages vraiment comparatifs et intéressants. Donc, et à créer les industries dans ce sens-là. Donc je reviens un peu avec ce que Sidibé a dit. C'est vraiment réel. Je pense qu'il faut une véritable politique. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que l'avenir est rural. Voilà, l'avenir étant rural, il faut vraiment que nos dirigeants mettent en place de véritables politiques pour créer les conditions au niveau des zones rurales, permettant aux entrepreneurs vraiment d'aller entreprendre. Parmi ça, il y a la question énergétique, et puis même la formation professionnelle. Parce que souvent, même si vous partez vous installer dans une localité et qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, alors qu'on doit mettre en place une politique de formation professionnelle en fonction des réalités, des spécificités de chaque zone de chez nous. Donc je pense que sur ces aspects-là, un travail de fond vraiment doit être abattu par l'État. Bon, un peu concernant un peu la problématique même des produits du Mali, je pense que on peut faire toute une histoire là-dessus. D'abord, en réalité, ça remonte jusqu'à la colonisation. Vous conviendrez avec moi que la toute première loi en matière de commerce international, qu'on appelle un peu la division internationale du travail, on a confié à nos États la capacité ou bien la responsabilité de se limiter seulement à produire les matières premières, sans transformation. Donc on a demeuré dans ça pendant longtemps, et après, avec la colonisation également, les civilisations ont été un peu modifiées, pour un peu être orientées vers l'Occident. Docteur Tamboura, est-ce qu'on n'est pas en train de se victimiser en pensant que, parce que c'est vrai qu'il y a l'héritage de la colonisation qui est là, qui est tout ça, mais quand on voit certains pays voisins qui ont traversé les mêmes réalités que nous, mais qui aujourd'hui, en termes de Made in Mali, ont beaucoup plus ont réalisé beaucoup plus de choses. Je pense à un pays de l'AES avec qui on partage, parce que c'est tendance aujourd'hui, le Burkina Faso. Aujourd'hui, au moment où on parle, le dernier classement, le Burkina Faso est par exemple le premier pays en Afrique francophone de producteur de mangue. Alors que la réalité, c'est là. Quand on prend même le Made in Mali en termes artisans textiles, le Burkina Faso aujourd'hui, il y a plus de tenues africaines. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a la volonté politique, mais est-ce qu'aujourd'hui, la responsabilité n'est pas partagée aussi? Bon, moi je pense que sur cette question, ça ne m'étonne pas que le Burkina soit aujourd'hui en avance sur nous, parce que l'un des présidents du Burkina a eu le courage de souligner cette question depuis fort longtemps. Capitaine Thomas Sankara. Donc il a cherché à promouvoir la consommation des produits locaux. Donc ça ne peut pas être sans conséquence sur la population. Donc un capitaine ou un général doit aussi faire la même chose. Il faut vraiment un capitaine de chez nous également
qui va se mettre un peu dans cette même posture. Parce que je vous assure, l'acte de consommation n'est pas bien appréhendé au Mali. Parce que pour le Malien, on cherche juste à minimiser les dépenses pour avoir ce dont on a besoin. On parlait de capitaine, Voilà. ça peut être aussi un civil d'ailleurs. Je vous invite rapidement à regarder cette autre donnée qui va nous amener à parler du poids de l'Afrique dans la production industrielle mondiale. Le poids de l'Afrique est relativement bas, hein. C'est comme celui du Mali, 3% en 2023. Le poids de l'Afrique dans la production industrielle, c'est de 3%. Donc, on a les mêmes réalités dans quasiment tous nos pays. On produit de façon industrielle très peu. Donc, le poids de l'Afrique, ça, c'est en 2023. En 2013, donc 10 ans en arrière, c'était de 1%. Donc, il y a quand même un progrès qui a été réalisé, même si ce progrès peut être relativisé. Madame, monsieur, je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous permettre de parler du thé vert. Le thé vert, 4 Maliens sur 5 boivent du thé. 4 Maliens sur 5. La seule boisson qui fait mieux, c'est l'eau. Donc aujourd'hui, il y a la place à prendre au niveau du thé, le thé vert. Mais sauf que, docteur Tamboura, je vous donne la parole après Kassim Sidibé. Le thé vert, on l'importe. Hein, c'est le plus souvent importé. Et c'est un thé donc, qui vient concurrencer ceux qui font le thé classique. Je suis moi-même grand consommateur de thé, hein, disons-le. Le thé vert, je pense que c'est un phénomène sur lequel les gens doivent se pencher. C'est quelque chose qu'on a la capacité de produire localement. Et on avait une usine à une époque, Dr Tamboura, vous allez en parler tout à l'heure. Faraco, ça s'appelle l'unité Thé Faraco, qui est à l'arrêt aujourd'hui. Mais je pense qu'on a la capacité de le produire et il faut le produire. Avec une si grande consommation, c'est limite absurde qu'on n'envisage pas tout de suite une stratégie pour produire ces produits-là. Premièrement. Deuxièmement, concernant le positionnement même de l'Afrique dans l'industrie, dans sa globalité, je pense que le problème part vraiment de la base. Là, je ne parle pas de l'agriculture avec le grand A, mais je parle de l'agriculture que la partie culture. Il faut avoir une agriculture industrielle pour espérer avoir une grande place dans l'industrie. Si on part, par exemple, dans le monde, et si on se documente un petit peu, on va voir, je parlais tout de suite en termes d'hectares, vous allez voir les plus grandes unités de transformation, par exemple, de mangue en purée de mangue en Inde, c'est au pied de l'usine de 1000 hectares de mangue. Donc l'agriculture elle-même est industrialisée et ensuite derrière ils ont des industries fortes. C'est un peu la démarche qu'il faut qu'on ait. Donc notre agriculture elle doit plus s'industrialiser pour qu'on puisse pousser un peu notre position, premièrement. Deuxièmement, pour ensuite avoir des produits forts. Pour revenir ensuite sur cette question du thé, il est impératif pour nous de tout de suite ramener les industries qui sont positionnées dessus, je pense à Sahel Infusion en partie, à faire le thé vert, à faire ce thé-là qui est consommé par une grande partie de la population pour du coup venir vraiment pallier économiquement ce manque qui vient de l'étranger. Pour avoir fait un débat dessus il y a quelques temps, pour avoir reçu les acteurs de ce secteur, la réalité, elle est claire pour eux. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas rentable pour le Mali de produire ce type de thé comparativement à un pays comme la Chine. Nous allons le voir tout à l'heure, la Chine est depuis plusieurs décennies le leader mondial en matière de thé. C'est plus de 100 millions de personnes qui travaillent uniquement dans le secteur. Faraco a subi les conséquences. Docteur Tamboura. Oui, je crois que c'est un peu, parce que moi j'étais dans un raisonnement qu'il fallait vraiment me laisser terminer. Voilà, parce qu'avec le détournement un peu de notre civilisation qui a été renforcé également par l'adoption de l'économie libérale. Parce qu'on est dans la logique de l'économie libérale. Donc, ce qui voudrait dire que notre marché est ouvert à tous les autres produits, surtout avec les États avec qui il y a vraiment des conventions. Donc, ce qui veut dire que nos entrepreneurs actuellement se battent dans un contexte de marché déjà inondé par d'autres produits et puis qui viennent des industriels assez aguerris, qui ont des expériences vraiment formidables et puis les moyens qu'il faut. Voilà. Donc c'est pour cela que dans notre logique actuelle, la nécessité de changer la mentalité de nos consommateurs là s'impose pour voir qu'au-delà de la satisfaction de besoins à travers la consommation, il faut que le consommateur sache l'argent que je vais dépenser,
la finalité, c'est où? Donc, je crois qu'à un moment donné, je faisais partie des mouvements qui ont beaucoup travaillé au Mali pour enseigner un peu ce qu'on appelle la consommation responsable. Et c'est quoi? La consommation responsable, c'est un peu une consommation qui permet un peu de satisfaire tes besoins, mais aussi en cherchant à savoir la finalité de l'argent qu'on va dépenser. Parce qu'en réalité, nous contribuons chaque jour à renforcer davantage les industriels d'autres pays qui viennent nous concurrencer fortement. Bon, imaginez aujourd'hui quand tout le monde se rabat sur le produit de M. Sidibé. Une année, il va avoir les moyens nécessaires pour faire des investissements qu'il faut, non seulement pour améliorer davantage la qualité de son produit, mais aussi travailler sur le maillon distribution. Parce qu'à mon avis, lui, il s'est appesanti uniquement sur l'aspect production, mais l'aspect distribution n'a pas été suffisamment travaillé par M. Sidibé, compte tenu de la modestie de ses moyens. Donc, alors que si le consommateur s'oriente vers le produit de M. Sidibé, il va avoir les fonds nécessaires à travailler sur cette question-là. Comment faire en sorte que le Made in Mali soit donc consommé, s'affirme mieux? Comment faire en sorte que le Made in Mali se retrouve un peu partout en Afrique et fasse la promotion du pays? Nous en parlerons dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est jus, thé, infusion. Pourquoi le Made in Mali a du mal à s'affirmer? Et pour nous éclairer sur cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir 3 experts. Merci madame, merci messieurs d'être restés sur le plateau. Nous allons poursuivre notre débat. Monsieur Kassim Sidibé, aujourd'hui, au niveau de la structuration du marché, est-ce que vous arrivez à vous en sortir finalement? En fait, ça rejoint un peu ce que disait le docteur. Le marché est très fragmenté et il faut que nos populations consomment ce qu'on produit. Il a utilisé le terme de la consommation responsable. Moi, j'ai un grand frère, Ishaka, qui utilise le terme du patriotisme économique. C'est simplement en fait acheter ce qui est produit chez toi pour booster l'économie. Consommer en fait local, consommer ce qui est produit au Mali, ça va au-delà. Il faut que les gens sachent que c'est une famille qui nourrisse, c'est des salariés qui rémunèrent et c'est un État qui font grandir. Donc ça fera déjà que nos produits grandiront plus et l'économie s'en sortira mieux. Maintenant, concernant le marché en tant que tel, il est très fragmenté. Les importations massives font qu'on n'arrive pas à faire concurrence, premièrement. Deuxièmement, les industriels qui sont ailleurs, ils sont aguerris, ils ont de l'expérience, ils font ce qu'on appelle de l'économie d'échelle et du coup proposent des prix qui sont moindres par rapport à ce que nous, on peut produire ici. Certains industriels, dans leur pays d'origine, bénéficient de subventions même pour exporter leurs produits vers chez nous. Donc pour venir finalement déstructurer complètement la nature de notre marché. Tant qu'il n'y a pas de mesures fortes, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne se victimise pas, mais il y a quand même un rôle politique de l'État, que l'État doit prendre pour que les entrepreneurs puissent s'en sortir. On est sur un marché qui est quasi impossible à pénétrer. Donc, il doit y avoir, pas des sanctions, mais en tout cas une imposition beaucoup plus élevée et des taxes douanières beaucoup plus élevées sur les produits qui viennent d'ailleurs. Comme ça se fait ailleurs. Comme ça se fait ailleurs, pour que nous, on puisse derrière bien pénétrer le marché. Aujourd'hui, on arrive à proposer au même prix que nos concurrents de l'étranger. Cependant, il faut que nos concurrents vendent plus cher que nous parce que il faut que nous, on soit plus favorisés. Ça a été fait d'ailleurs sur le poulet. Le poulet, il y a le poulet local et il y a le poulet importé qui est un peu plus cher. Sur tout ce qui est pâte alimentaire, voilà. L'État malien a interdit par exemple tout ce qui est importation de pâte alimentaire et de farine au Mali. Donc qu'est-ce qui s'ensuit? C'est que les industries type Pasta Duba, etc., ils sont en train de tourner à plein régime. Et il l'a dit, d'ici 1 an, ils auront la liquidité nécessaire pour faire tous les investissements. Donc même quand la mesure sera levée, ils pourront être réellement compétitifs. C'est ce qu'il faut faire, j'imagine. Mais madame, messieurs,
Docteur Tamboura a commencé à en parler tout à l'heure. Ce qu'on vous reproche également, c'est le coût de vos produits. Je comprends qu'il y a ce que vous venez de dire tout à l'heure. Voilà, donc il y a une concurrence déloyale qui est là parce que ces produits qui sont importés reviennent moins cher localement. Mais excusez-moi, il y a ces produits qu'on veut consommer localement, mais quand vous regardez, quand on vous dit le prix, vous avez envie simplement de prendre vos jambes à votre cou et puis vous enfuir. Là, moi, je parle de la qualité. Parce qu'on sait que ce que nous produisons ici, c'est de la qualité. Et c'est naturel. Les jus, ils sont naturels. Les tisanes, elles sont naturelles. Par contre, ceux qui viennent d'ailleurs, on ne sait pas comment c'est conçu. Moi, quand j'ai commencé à faire de la confiture, une fois je suis partie au supermarché, je voyais des confitures qui venaient d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui m'a poussé en fait à faire de la confiture. Parce que moi-même, je suis la grande consommatrice, si je peux le dire. Donc, c'est surtout ça qui décourage déjà les premières matières. Même si c'est, par exemple, la mangue, on sait que c'est fait ici. Mais pour avoir accès et comment transformer, il faut avoir des experts, tout ça, de la qualité et tout. Ça te coûte cher. Alors que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour avoir tout ça. Donc ça te coûte moins cher, ça te coûte cher. L'emballage coûte cher. Donc tu ne peux pas vendre au même prix que les produits qui viennent d'ailleurs. Docteur Tamboura, est-ce que ça ne veut pas dire finalement que la production artisanale ou même semi-industrielle est beaucoup plus est moins rentable que la production industrielle? J'entends que c'est le vœu pieux. Naturellement. J'entends que c'est le vœu pieux, c'est le vœu pieux que vous avez certainement être au niveau industriel. Mais quand on regarde un peu tous les efforts que ces jeunes entrepreneurs font, à fonds propres pour certains, avec l'accompagnement des parents et peut-être même des ONG et des structures qui sont là aussi. En fait, c'est vraiment une question cruciale qu'on se pose et puis on cherche à avancer des éléments de réponse sans cesse. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que la plupart de nos entrepreneurs le font par l'amateurisme, en réalité. Par amateurisme, voilà, parce qu'ils ne le font pas de façon assez professionnelle, en réalité, dès le départ. Parce que investir en entrepreneuriat de façon professionnelle nécessite au préalable un examen, un diagnostic approfondi, qu'on appelle un peu les études de faisabilité. Connaître le positionnement, le prix, les concurrents. Bon, en réalité, ces études-là sont mal conduites au Mali, en réalité. Parce que ça se fait souvent dans les quatre murs, sans faire des investigations pointues sur le terrain pour voir les tenants et les aboutissants. Donc c'est ce qui fait que souvent, en investissant, quand on est déjà installé, on constate que franchement, on n'a pas pris en considération beaucoup d'aspects. Et il faut maintenant se battre pour assurer ça, en même temps assurer un peu le fonctionnement de l'industrie. Donc finalement, l'intéressé va être totalement épuisé. Voilà, surtout que très généralement, il n'y a pas un système approprié d'appui technique aux entrepreneurs chez nous. Bon, il y a souvent des efforts qui se font ici et là, mais moi je pense qu'il y a vraiment, ça reste à désirer à mon avis. Sinon, l'État quand même doit mettre en place un système d'accompagnement technique et financier des entrepreneurs. Surtout qu'aujourd'hui, les services étatiques sont saturés et puis les administrations sont saturées. Le seul recours aujourd'hui pour l'État, pour résoudre le chômage, c'est vraiment faire en sorte que l'entrepreneuriat soit boosté chez nous. Surtout l'entrepreneuriat centré sur la transformation de nos produits. Donc je pense qu'à ce niveau, l'État vraiment doit faire un travail de fond, voilà, en essayant vraiment d'accompagner les initiateurs de projets d'entreprise, voilà, du début jusqu'à un certain niveau. Parce qu'un entrepreneur, dès son départ, c'est comme un bébé. Voilà, un bébé qui a besoin vraiment d'être assisté jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine maturité. Voilà, donc en ce moment maintenant, il est aguerri, il peut vraiment faire face aux enjeux et aux défis
Madame, Messieurs, je vous invite à regarder cette dernière infographie de cette émission qui va nous permettre de parler d'un géant, d'une nation qui est certainement très difficile à concurrencer, en tout cas en matière de thé, puisqu'il s'agit de la Chine. La Chine est tout simplement la première nation, le premier pays producteur mondial de thé, avec plus de 2,5 millions de tonnes produites, ça c'est en 2020, fournit 80% du marché mondial en matière de thé, plus de 100 millions de Chinois qui travaillent dans le secteur. C'est pour dire que là-bas, c'est une véritable industrie, c'est une véritable machine à faire entrer de l'argent. Et quand on parle de thé, on parle que ce soit des thés verts, on parle des thés infusion. En fait, en gros, tout ce que l'on fait localement. Mais ces pays, pour envoyer leurs produits chez nous, ils ont besoin des certifications, ils ont besoin de suivre de certaines normes. Et vous, messieurs, madame, pour envoyer vos produits dans les pays voisins, vous devez, surtout en Europe même, j'allais dire, vous avez besoin également de certifications. À ce niveau, quel est le challenge? Kassim Sidibé. En termes de prix surtout, parce que je le disais au départ, la qualité a un prix. Une certification HACCP, c'est une démarche par exemple complète, qui a un coût, qui n'est pas donné. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce coût? C'est relativement variable par rapport à la taille de l'industrie, mais on parle en termes de variable entre 5 à 10 millions, hors travaux, parce que souvent les experts vont venir et ensuite vont demander en fait à faire des travaux de réaménagement, qui ne sont souvent pas inclus dans le coût même de la certification. Donc ça a des coûts. Donc 10 millions, prenons globalement la moyenne, 10 millions, c'est quoi, sur l'année ou sur la certification? La certification, elle s'obtient, on va dire, la démarche globale, elle se fait une fois et après la certification se fait renouveler. Là, c'est un tarif qui est moindre. Cependant, l'obtention, la première obtention est la plus dure parce que c'est ce qui va demander des réaménagements, c'est ce qui va demander des travaux en interne, c'est ce qui va demander à recruter du personnel un peu plus qualifié. Donc c'est la première démarche qui coûte la plus chère et après c'est un renouvellement. Au Mali, par exemple, on a ce qu'on appelle l'autorisation de mise en vente sur le marché qui est délivrée par l'AMM. C'est ça. Donc ça permet de vendre sur le marché local. Et on a ce qu'on appelle l'agrément d'exportation qui permet de sortir avec les produits au niveau de la sous-région et au niveau de tout ce qui est zone CEDEAO, UEMOA. Il faut inciter les entreprises à aller vers cela. Ça, c'est sûr, parce que c'est ce qui va permettre de sortir. Mais il le disait, on travaille aujourd'hui modestement par rapport à nos moyens, premièrement. Deuxièmement, je reviens un peu sur cette question de prix. Le prix, en fait, d'un produit n'est que synonyme de la difficulté de la vente. C'est-à-dire? Croyez-moi, si Mme Koulibaly, elle vend aujourd'hui tout ce qu'elle produit, elle produira moins cher. C'est le chien qui se mord la queue, en fait, dans l'industrie. C'est-à-dire que plus elle va vendre, plus elle va trouver des schémas pour réduire son coût de production. Plus elle va investir dans des outils lui permettant de réduire son coût de production et moins cher elle sera. Aujourd'hui, nous avons, on va dire, une industrie qui est micro, très artisanale même, peu sont semi-industrielles et après il y a des grandes industries. Tout ce qui est artisanal coûte cher parce que c'est des temps de production, c'est des coûts de production qui sont imputés sur le produit. Cependant, croyez-moi que si le marché leur est ouvert, les grandes surfaces ou même la commande publique, parlons-en, ouvre, on va dire, son canal d'adresse à des gens comme Mme Koulibaly ou à moi, ça fera qu'on produira moins cher. Oui. Et à titre d'exemple, moi je suis vendu au même prix que les jus industriels qui viennent d'ailleurs. Quand je fais des grosses commandes, j'investis encore. Donc ça me fait encore plus de produits à mettre sur le marché. Mais malheureusement, si tu restes avec ton produit non vendu, ben, tu es coincé. Ouais. Voilà, tu es coincé. Tout à fait. Bon, moi, je verrais un peu, parce que vous avez parlé un peu du cas de la Chine. Vous savez, la Chine, là, c'est des pays qui sont vraiment stratégiques. Parce que l'économie chinoise n'est pas aussi ouverte que l'économie du Mali. C'est ce qui a permis un peu à la Chine de se positionner de façon stratégique par rapport au thé. Alors que nous avons le même potentiel de production du thé que la Chine. Ah bon, on a le même potentiel? Oui, on a le même potentiel et les conditions sont là. Oui, on peut bel et bien produire chez nous le thé et puis transformer pour en que tout ça cas, on a les terres, voilà. 43 Alors que déjà, au Mali, il y a déjà une habitude de consommation du thé. C'est-à-dire que si on essaie même de s'intéresser au montant que le Mali qui est sorti dans l'économie malienne pour aller dans les pays à cause du thé, c'est énorme.
Parce qu'en réalité, même là où on parle, là, il y a le thé un peu partout à Bamako, même dans les coins les plus reculés. Donc une façon de dire que la demande est déjà là. Il faut vraiment mettre en place pour assurer l'offre. Soit la demande elle est vraiment certaine. Voilà. Donc il faut vraiment une volonté politique vraiment très claire, très nette et très pointue pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire émerger chez nous des industries de thé. Vous avez parlé et je pense qu'on peut, si l'État s'y met, on peut aussi concurrencer valablement la Chine. Vous avez parlé du manque de rentabilité d'une unité de transformation de thé. Encore une fois, c'est la même chose que je disais. Le manque de rentabilité est là et seulement là si les thés venus de Chine rentrent chez nous. Aussi, ils sont moins taxés, ou taxés en tout cas à l'échelle de l'ordre actuel. En fait, il faut que les produits qui sont consommés, qui viennent de l'étranger, soient juste vendus plus cher. Et là, croyez-moi que l'industrie qui sera créée localement trouvera son compte. Mais vous l'avez dit, vous ne produisez pas assez, le besoin est un peu plus grand. Est-ce que justement, on ne va pas se créer des problèmes à interdire des produits que l'on n'a pas de façon industrielle, justement? On ne l'interdit pas, on le taxe plus. Mais quand on le taxe plus, c'est toujours le consommateur qui va payer plus. Non, mais c'est pour ça qu'on parle de politique et de volonté. En fait, c'est réellement une démarche globale. Il faut que les gens se disent, OK, je n'ai pas d'autre choix que de consommer tel produit qui coûte moins cher, premièrement. Ou deuxièmement, je n'ai pas d'autre choix que de consommer le produit qui est produit chez moi parce que les autres coûtent plus cher. Ça doit être vraiment, le consommateur, il doit avoir ça en face de lui. Et c'est des choses qui s'expliquent. Il y a des campagnes de sensibilisation du consommer local qui s'organisent dans les sous-régions. C'est une volonté qui doit être là et une explication, une sensibilisation qui doit être donnée à toute la population. OK, bon, on va traverser une crise sur certains produits et il y a un travail qui doit être fait aussi sur les acteurs du secteur privé pour s'assurer que sur X produits, nous avons la capacité de production et de fourniture du marché à un coût raisonnable. Croyez-moi, si demain je me fais appeler par le ministre de l'Industrie en me disant qu'il va annuler l'importation du jus, je vais mettre en place tout ce qui est moyen pour fournir en tout cas une grande partie du besoin du marché. C'est justement ce que des femmes ont tenté de faire. Elles se sont rendues compte des difficultés qu'elles traversaient toutes en faisant du Made in Mali chacune dans son coin. Elles ont décidé de mettre en place l'une des premières, sinon la première boutique consacrée aux produits Made in Mali. Je vous invite à regarder ce cas d'école. Pour la première fois au Mali en janvier 2021, une boutique dédiée uniquement aux produits fabriqués localement ouvre ses portes dans la capitale. Son nom, l'univers du Made in Mali. Cofondé par 21 femmes maliennes de divers secteurs allant de l'artisanat à la cosmétique, sans oublier l'agroalimentaire, ces jeunes entrepreneurs entendaient ainsi apporter leur modeste contribution à la promotion du consommé local. Selon Agaïcha Yatara, cofondatrice de l'univers Made in Mali et promotrice d'Agaïcha Cosmetics et Bien-être, l'idée de mettre en place cette boutique est partie de la création d'un groupe WhatsApp réunissant d'autres femmes entrepreneurs. C'est après avoir constaté qu'elles faisaient face aux mêmes difficultés à écouler notamment leur production que les 21 femmes leaders qui constituaient le groupe ont alors pris la décision de mettre en place cette boutique. C'est ainsi que ce projet a vu le jour. Les produits sont mis en valeur par secteur d'activité. Les initiatrices de ce projet souhaitaient multiplier d'autres boutiques de cette nature dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Elles envisagent également d'accueillir plus de produits 100% maliens. C'est dans ce sillage qu'elles travaillent à mettre en place une chaîne de supermarchés de produits locaux. L'univers du Made in Mali, une boutique pour celles et ceux qui veulent forcément du Made in Mali, qui ne veulent pas se tromper dans la boutique en pensant que c'est du Made in Mali qu'ils achètent, alors que c'est du Made in China ou bien autre. Donc il faut en fait multiplier ce genre d'initiatives, commencer petit et aller plus grand, docteur Tamboura. Oui, effectivement, je pense qu'il faut vraiment des points spécifiques de commercialisation parce qu'en réalité, il y a de plus en plus de Maliens qui sont convaincus qu'il faut vraiment vivre sur la base des produits du Mali. Mais souvent, ils ont des difficultés à y accéder parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas l'information. Donc, c'est ce qui fait qu'au niveau de cette question-là, l'accent doit être mis sur la distribution. Il faut vraiment un système soutenu même par l'État
voilà, pour aider nos producteurs à pouvoir commercialiser mieux leur production. D'abord au Mali et aussi ailleurs. Donc il faut vraiment un accompagnement de l'État dans ce sens-là, parce que la commercialisation, elle est vraiment complexe. Surtout, ça nécessite souvent la certification qui a un coût élevé. Donc l'État peut intervenir au moins pour subventionner ce côté. Donc c'est un peu ça, parce qu'en réalité, si on donne la latitude à nos entrepreneurs dans de tels contextes d'économie libérale, de pouvoir se positionner véritablement, ça serait vraiment difficile pour les produits du Mali. Donc il faut une assistance technique et financière. Koulibaly, Amanda, Oui. Sur aujourd'hui la distribution, comment est-ce que vous travaillez justement avec ces distributeurs? Est-ce que vous êtes, comme Kassim Sidibé l'a dit tout à l'heure, de ceux qui sont malheureusement obligés de tout faire eux-mêmes? Vous fabriquez votre produit, déjà vous achetez la matière première, vous la transformez, vous prenez votre produit pour aller faire des démarches marketing et commerciales, etc., etc. Malheureusement, c'est presque le même processus parce que moi, personnellement, je commence à imposer mes produits au supermarché. Je vais vers eux, donc je leur propose les services, mais c'est difficile parce que souvent, c'est des dépôts-ventes. Donc, il faut repasser un mois après et là même, il faut vraiment faire de l'inventaire pour avoir ton argent. Souvent, c'est difficile. Donc, on cible aussi les particuliers. Les particuliers, c'est encore plus facile. Quand ils sont satisfaits, ils reviennent. Comme on dit, hein, insatisfait, 10 clients. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Maintenant, moi, je voulais revenir sur la certification parce que pour nous, c'est vraiment difficile. Mais je me dis qu'il y a certains entrepreneurs aussi qui ne sont pas au courant vraiment de comment ça se passe, le processus. Donc, il faut vraiment que l'État prend son engagement, voilà, d'essayer de faire des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes entrepreneurs. Et ça, de un. Et de deux, faciliter l'accès à l'agrément. Voilà, c'est ça qui va nous aider. Sinon, si on doit seulement se limiter au Mali avec nos produits, ça serait un peu compliqué. Justement, permettez-moi de vous titiller avec cette question, mais si au niveau local déjà, vos produits ne sont pas assez visibles, ne sont pas assez connus, ne sont pas assez consommés, est-ce que vous ne vous piégez pas d'une certaine façon en voulant, voilà, coûte que coûte, vendre vos produits à l'extérieur? Certains, c'est pour peut-être se gargariser d'avoir leurs produits au Gabon, en France, etc. etc. Est-ce que la stratégie ne voudrait même pas, que vous vous concentriez d'abord sur votre cœur du marché? C'est ce que le bon sens veut. Mais souvent, croyez-moi, quand vous êtes entrepreneur, la difficulté vous ferait prendre beaucoup de chemin. Initialement, dans un monde parfait, il faut d'abord maîtriser son marché, bien le structurer pour ensuite faire de l'export. C'est ce qui est même plus prudent parce que c'est ce qui permet de minimiser les risques. Mais lorsque vous tâtez un terrain à l'étranger et que vous voyez que la réception est beaucoup plus favorable que chez vous, croyez-moi que vous vous y lancez. C'est logique. Voilà. Donc cela va de sens. Et puis le marché malien est très compliqué en termes de distribution. Il faut le dire. Je pense que voilà, il y a des gens qui sont plus aguerris qui pourront plus en parler, mais il faut le dire, c'est relativement très compliqué. Pardon de vous couper 2 secondes, c'est pour bien comprendre. Quand vous dites que le marché local est compliqué en termes de distribution, vous faites allusion à quoi exactement? Un exemple, par exemple la boisson, la plus grande zone de vente de la boisson, ça va être les grossistes à Bozola, Lorsque vous allez les voir et que vous êtes un nouveau produit, on vous propose de déposer vos produits et quand ça sera vendu, vous venez récupérer votre argent. Premier aspect. Deuxième aspect, vous avez 80% de chances de venir récupérer vos produits en mauvais état sans votre argent. Tout à fait. Ou troisième aspect, vous avez encore plus de chances de venir voir que vos produits ont été vendus et vous n'avez pas votre argent. Et pourtant, on utilise l'argument de c'est fabriqué local. On utilise l'argument de vous devez le vendre parce que c'est nous qui le produisons. Donc, ils sont d'accord parce qu'effectivement, il y a cette tendance qui commence à arriver. Cependant, derrière, dans les faits, c'est très compliqué. Maintenant, les supermarchés, où c'est un peu plus garanti, où c'est un peu plus sûr de distribuer avec eux, figurez-vous que 80% des supermarchés, c'est du dépôt-vente. Premièrement. Deuxièmement, eux vont payer, c'est sûr. Cependant, ils ne vont pas mettre en avant le produit. Vous mettez une brique de cajoussi parmi 100 briques de produits importés. Vous ne m'aidez pas réellement.
Donc le choix, le positionnement aussi en rayon de supermarché est hyper important. Et c'est ce que je dis, il faut qu'on arrive à imposer aux supermarchés des quotas de produits locaux ou des rayons, comme on l'a vu dans le reportage, des rayons 100% made in Mali. Voilà. Ou quand tu rentres dans un supermarché, tu as un carré où tu sais que tu vas retrouver des produits locaux qui sont mis en avant. Les écrans des supermarchés doivent être brandés par des produits faits par des entrepreneurs d'ici. À partir du moment où c'est des produits qualifiés. Imposer ou inciter, docteur Tamboura? Bon, moi, je pense qu'à la matière, parce que la situation elle est un peu compliquée. Moi, je trouve mieux qu'il est temps vraiment que la commercialisation de nos produits-là se démarque un peu des autres produits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye vraiment d'avoir une vision à la matière. Par exemple, si on dotait chaque commune du district de Bamako d'un rayon spécifique pour les produits du Mali. Ça peut donner la latitude à tous les entrepreneurs d'acheminer leur production sur ce marché et les consommateurs auront l'information qu'en allant dans tel endroit, on peut avoir uniquement les produits du Mali. Comme le marché bio, je crois qu'il y a, les marchés bio. Donc je profite aussi, voilà. Les supermarchés hasard, ils ont mis maintenant un coin, Made in Mali. Dès que tu rentres à gauche, tu ne vois que des produits maliens. Bon, on ne va pas leur faire de la publicité. Non, c'est pas de la pub. Mais j'ai même mes produits là-bas. C'est pour dire que c'est beau en fait. Quand tu rentres seulement, tu vois. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent à ce niveau dans la promotion de vos produits Made in Mali, justement? Mais là-bas, personnellement, ça marche. Et ils achètent vraiment les produits Made in Mali. Parce que je pense que c'est parce que c'est bien exposé. Et là, on voit... la visibilité est forte, quoi, en fait. C'est pas mélangé à des tas de produits qui viennent de l'extérieur. Parce que c'est un rayon Made in Mali, comme on a vu dans le reportage. Madame, Messieurs, on arrive au terme de cette émission. On va justement entrer dans la conclusion. On l'a dit, pendant près d'une heure, les défis sont énormes au niveau de la promotion du Made in Mali, autant chez les acteurs de la transformation, les acteurs de la production, qu'au niveau de l'État. Et d'ailleurs, j'avais fait le pari que je fais habituellement, que personne ne dit sur ce plateau que l'État doit faire ci. Je n'ai pas réussi une fois de plus. Mais docteur Tamboura, pour être sérieux 2 secondes, aujourd'hui, pour faire réellement la promotion du Made in Mali, quelle est la priorité, selon vous, en tant qu'économiste? Bon, la priorité, c'est d'abord de faire en sorte que la production puisse être boostée. La production agricole surtout. Donc pour vous, ce n'est pas d'abord insister sur la qualité, ouais, ou bien c'est bon, ça c'est non, après non, la crime déjà. Parce qu'en réalité, nos producteurs ont déjà les techniques et les pratiques nécessaires pour pouvoir produire de qualité. Parce que même si on prend notre coton, la qualité est meilleure. Donc une façon de dire qu'on doit quand même mettre l'accent sur la productivité agricole. Donc, qui va permettre un peu de donner des matières premières agricoles à bas prix à nos industriels, ça va un peu faciliter le travail, parce que quand un industriel a déjà un accès facile aux matières premières, c'est déjà un grand pas. Et du coup, travailler également au niveau de la transformation pour que les entrepreneurs puissent avoir la possibilité de se doter des techniques et des technologies nécessaires. Et puis la main-d'œuvre un peu qualifiée. Voilà. Donc, et si cette condition-là est réunie, au finish, on va se retrouver avec un produit qui peut répondre vraiment au pouvoir d'achat des Maliens sans problème. Voilà. Madame, monsieur, sur la formation, le financement, aujourd'hui vous évoluez dans le secteur depuis quand même un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui en termes de financement, ça va ou c'est l'éternel problème parce que vous êtes dans un secteur où les banquiers, les financiers ont peur de vous accompagner parce que c'est un secteur à risque? Le financement, moi j'ai un avis qui est souvent différent. Moi je trouve que souvent on n'a pas de problème de financement. C'est bizarre, mais parce qu'il y a souvent il y a un problème en fait de structure ou de structuration des dossiers de financement. Souvent il faut se dire, les entrepreneurs jeunes que nous sommes, on ramène des projets qui ne sont pas bancables,
très bien travaillées et qui derrière en fait ne sont pas finançables. Sinon, il y a beaucoup de banques de la capitale qui sont ouvertes à recevoir les entrepreneurs pour du coup des mécanismes de financement. Cependant, l'aspect formation, il faut former plus, ça c'est sûr et certain, parce qu'on n'a pas de la manœuvre de très très haute qualité. Il y a quelques personnes qui sont souvent qualifiées, on essaie de les recruter du mieux qu'on peut, mais il faut former plus et pour pouvoir derrière avoir cette manœuvre de qualité et proposer des produits de qualité. Et justement, comment faire en sorte que, on parle de votre jus, mais on parle également de tout ce que Madame produit en termes de confiture notamment. Comment faire en sorte que vos produits qui sont de qualité, et c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes là, alors comment faire en sorte que ces produits-là soient plus visibles, soient plus commercialisés, soient, fassent la fierté je le disais en introduction, du Mali, comme les produits d'autres pays nous envahissent ici? Je pense que la première des choses à faire, c'est de notre côté. Il faut que nous, on continue à travailler toujours qualité. Parce que nous sommes des entrepreneurs, on a beau parler de la responsabilité de l'État et de la responsabilité de tout un chacun, la première responsabilité est celle de l'entrepreneur. Deuxièmement, je pense qu'il faut sensibiliser le maximum de personnes au consommer local. Je profite de votre plateau pour lancer un message à tous les Maliens. Il faut consommer des produits qui sont produits par les entrepreneurs de chez nous. Ensuite, il faut leur faire des retours constructifs. Ouais. Chers entrepreneurs, il faut prendre en considération ce que le marché vous dit pour ensuite améliorer constamment vos produits. Et enfin, c'est là où en fait l'État va rentrer en jeu, mais pour moi même en dernière position, en favorisant un petit peu le climat des affaires au sens général. Donc l'entrepreneur, dans un premier temps, en proposant des produits de qualité, en fournissant des efforts pour distribuer ces produits au maximum d'endroits possible, malgré les difficultés du marché. Et enfin, la population, ou on va dire en troisième position la population, en consommant les produits qui sont produits par les entrepreneurs, et en dernière position l'État en créant vraiment ce cadre permettant de valoriser le Made in Mali. Madame Coulibaly. Oui, moi je me dis que les jeunes, on a la chance d'avoir des structures qui nous accompagnent. Moi, j'ai évolué en fonds propres pendant quelques années, mais après, j'ai une structure qui m'a accompagnée et la banque m'a fait confiance pour me faire un prêt. Et ça se passe bien, Dieu merci, j'ai eu des équipements, je travaille avec 5 personnes actuellement, mais il faut qu'on se renforce. Parce que tu ne peux pas créer une entreprise et ne pas avoir des bagages intellectuels sur ton domaine. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut vraiment conquérir, je vais dire, les Maliens à consommer ce que nous produisons. Sinon, on va toujours parler de la qualité, on va toujours dire que nos produits ne sont pas de la qualité. Mais si tu maîtrises ton domaine, forcément, tu vas séduire tout le monde. Et tout le monde va consommer ce que tu produis. Merci, chers invités, d'être passés sur le plateau d'Entreprendre. Merci, Dr Abdourahmane Tamboura. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste, enseignant, chercheur à la FSEC. Merci également à notre invitée, Madame Coulibaly Amanda Amédée Niato. Je précise que Madame Coulibaly est la promotrice de G-Mag Agro. C'est une entreprise de transformation de fruits, de production de confitures artisanales et de sirop notamment. Merci également à notre invité spécial Kassim Sidibé. Il est tout simplement cofondateur de Kajoussi. C'est une unité de production de jus de fruits. Je rappelle également que vous êtes le fondateur d'un food truck qui vous avez fondé en 2022. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA.